L'histoire se répète toujours de la même façon. Au début, nous avons juste besoin d'un nom, d'un prénom, d'une adresse email et d'un mot de passe. Puis, à mesure que les features s'ajoutent ou s'empilent, les données stockées augmentent autant en type qu'en nombre. Elastic est souvent un choix qui s'impose à ce moment. Son stockage par document apporte des gains indiscutables aujourd'hui. Mais alors, comment faire pour stocker des documents dans une base élastique? Pourquoi mon Drive ne suffirait-il pas? Et surtout, le stockage par document ne serait-il pas redondant pour des documents? Pour répondre à ces questions documentées, je ne reçois pas Erastoten, mais il s'y connaît en librairie. David, bonjour. Bonjour Bruno, ça va? Très bien, et toi? Super. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors David, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Ouais, donc je m'appelle David, je suis développeur et évangéliste chez Elastic depuis bientôt 10 ans maintenant. Je vais fêter mes 10 ans en janvier. Et avant ça, je travaillais pour la douane française, où j'ai mis en place le NoSQL et Elasticsearch en particulier. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de parler tout à l'heure de ces petits cas. Alors juste vite fait quand même pour creuser ce cas particulier de la gendarmerie, de la mise en place de NoSQL, pourquoi il y avait un besoin particulier d'avoir des données non structurées? Alors, c'est la douane, c'est pas la gendarmerie. Pardon, la douane. C'est pas grave. En fait, le besoin, c'était d'être capable de rechercher dans une base de données relationnelle, déjà sur un gros volume. Et deuxièmement, on avait associé à ces données structurées dans la base relationnelle des documents sous forme de PDF, d'OpenOffice, etc., qui étaient des pièces jointes. Et donc, chercher dans ce volume-là de documents, il fallait d'abord être capable de les ingérer, de les parser. Et puis ensuite, il fallait trouver une fonction de recherche où tu fais pas du like pour cent, quelque chose pour cent, qui fonctionne pas tout à fait et qui est limité. Et donc, il fallait avoir un truc scalable. Et un jour, je suis tombé par hasard sur le projet Elasticsearch. Et du coup, je l'ai mis en place. Ça a fait waouh. Enfin, voilà, mon esprit a vraiment... est vraiment parti ailleurs. À un moment, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que le NoSQL, qu'est-ce que c'est que l'orienté document. Enfin voilà, je me suis posé toutes ces questions-là. Et en plus, le moteur de recherche a répondu à des questions auxquelles je n'osais même pas prétendre implémenter. Par exemple, j'avais un batch qui tournait toutes les nuits et qui me fabriquait des rapports sur ma base de données Postgre pour me sortir des stats le jour suivant pour les douaniers. Et là, quand j'ai mis en place Elasticsearch, j'ai découvert que je pouvais avoir ces stats en temps réel, en fait. J'avais plus besoin d'avoir un batch qui me consomme énormément de ressources, de CPU et compagnie. Voilà, je lance la requête et pouf, en quelques millisecondes, c'est fait, c'est plié. Donc ouais, c'est comme ça que j'ai mis en place ce NoSQL et Elasticsearch à la douane parce qu'on a trouvé qu'effectivement, ça répondait aux problématiques qu'on avait là-bas. Et est-ce que du coup, c'est à ce moment-là qu'a commencé à germer ce module dont tu es l'auteur aujourd'hui? Complètement, c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Je me suis dit oui, indexation de documents. Alors, il y avait une techno dans Elasticsearch qui s'appelait les Rivers à l'époque. Mm-hmm. Et l'auteur, Shai Banon, avait créé une première implémentation qui était la CouchDB River, qui était très très bien, franchement, c'était un super projet. Puis après, il avait créé une autre river, la Twitter River, qui permettait d'indexer le contenu Twitter dans un Elasticsearch automatiquement, enfin s'abonner, etc. Donc plusieurs rivières comme ça. Et moi, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien créer une river. Donc la première que j'ai créée, c'était la RSS River, qui, comme son nom l'indique, se met à l'écoute d'un flux RSS, et puis périodiquement, va récupérer le contenu, et puis réindexer ce qu'il faut. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, allez, ça c'est bien, c'est sympa, mais j'aimerais faire autre chose. Pourquoi pas indexer des documents sur un disque dur? Et dans Elasticsearch, on avait déjà une fonctionnalité qui s'appelait le Mapper Attachment Plugin, qui permet de, quand tu envoies dans un champ en format base64, dans un champ de ton document JSON en format base64, un contenu binaire, d'extraire déjà les données et le texte. Oui, ça c'est sympa, mais j'ai pas envie d'envoyer 600 mégaoctets de contenu binaire à Elasticsearch, ça va me consommer beaucoup trop de ressources.
Donc pourquoi pas faire ça à la source? Donc avoir quelque chose qui tourne en local sur la machine, là où sont les documents, et qui font l'extraction en local. Donc voilà, c'est comme ça qu'a germé cette idée, ce projet, en disant voilà, je vais consommer les données directement localement avant de les envoyer vers Elasticsearch. Okay. Alors, je me suis permis un petit jeu de mots assez risible dans l'intro, donc cette notion de stockage de documents dans une base de données élastique qui est du coup une base de stockage en documents. Il s'agit bien évidemment de pas du tout du même genre de documents. Ouais. Est-ce que tu peux du coup juste vite fait nous faire justement un distinguo sur ces deux types de documents pour qu'on voit pourquoi est-ce que l'un s'applique à l'autre? Je suis obligé quand je fais des présentations d'Elasticsearch, de bien expliciter ça, que quand je vais parler de documents au cours de la session, en fait ce ne sont pas des documents OpenOffice PDF, mais je parle bien d'objets en JSON, donc une représentation objet de nos entités métiers finalement. Et dans chaque objet, on a des champs et des valeurs, et ce que fait Elasticsearch, c'est qu'il va indexer les valeurs qu'il y a dans les champs et les associer aux champs et créer ce qu'on appelle un index, ce qu'on trouve à la fin d'un livre finalement. Donc ça, c'est moi ce que j'appelle aujourd'hui un document, c'est ça. Mais on a un cas d'utilisation qui est l'indexation de documents OpenOffice, documents binaires, donc finalement OpenOffice, PDF, ça peut être des métadonnées d'images, etc. Métadonnées de pistes audio aussi, compagnie. Et donc, pour faire ça, il faut qu'on donne à Elasticsearch un document JSON au final. Donc, on va prendre notre document en entrée, on va le parser avec un processus, on va fabriquer un document JSON, et c'est ce document JSON qu'on va indexer. Après, la question se pose, c'est est-ce qu'on conserve le document JSON binaire d'origine dans Elasticsearch ou pas? On peut très bien l'encoder sous forme base64 et marquer que ce champ-là est un type binaire, et donc on n'en fait rien de particulier, il est juste stocké. C'est pas quelque chose que je recommande personnellement parce que ça va consommer de l'espace sur Elasticsearch pour rien. Voilà, c'est pas vraiment. Il y a quelques cas d'utilisation où ça pourrait être utile, mais franchement, c'est pas un truc qu'on fait normalement, ça. Et en même temps, est-ce que parce que sur d'autres bases ce serait le cas, mais sur Elastic, je suis pas sûr. Est-ce que le fait de stocker le document en entier dans la base, est-ce que ça a un impact sur les performances de recherche après derrière? Alors, sur les performances de recherche, ça dépend. Si tu demandes à récupérer tout le document JSON de base qui a été stocké dans Elasticsearch, évidemment, à travers le réseau, dans ta réponse, pour 10 hits, tu vas te retrouver avec 10 fois 10 mégas, par exemple, et 10 fichiers. Donc, heureusement qu'on peut faire du source filtering et extraire cette information-là, et enfin, la supprimer, la masquer, la filtrer. Et ce que je recommanderais de faire, d'ailleurs, ne pas récupérer ce document. Donc oui, ça peut avoir des impacts dans ce sens-là. L'impact, il va être plus au niveau de la gestion d'Elasticsearch lui-même, de ce qu'on appelle les shards. Donc les shards, c'est une partie d'un index. On découpe un index en plusieurs parties, en partitions. Donc une partition s'appelle un shard. Et dans un shard, c'est une instance de Lucene, qui est la bibliothèque qu'on utilise derrière, d'Apache. Et cette bibliothèque-là, elle fabrique ce qu'on appelle des segments. Et les segments, c'est une vue immuable d'un index. Et de temps en temps, quand tu supprimes d'autres données ou quand tu rajoutes d'autres données, plutôt que d'avoir plein de petits segments, il faut tous les fusionner ensemble pour en faire un plus gros. Là, si tu as stocké énormément de données des binaires, du coup, tu vas te repayer des I/O disques énormes parce qu'il va falloir refabriquer et redéplacer toute une partie de ces données ailleurs sur le disque dans un autre shard. Okay. Voilà, donc plus tes documents sont petits et mieux ça va être pour Elasticsearch pour la gestion future. Donc, alors aussi, dans ce que tu disais juste avant, j'ai cru comprendre qu'en fait Elastic, de base, supportait la notion d'indexer des documents, mais uniquement du coup les métadonnées de documents, c'est ça? Ah oui, on peut indexer que les métadonnées si on souhaite, mais c'est comme tu le veux. Oui, bien sûr. Mais ça, du coup, c'était une fonction qui est déjà supportée par Elastic au-delà de ton module? Alors, il supportait l'extraction des métadonnées et l'extraction du texte aussi. Il fait exactement la même chose que ce que faisait mon module, finalement. Ok. L'historique de mon module, c'était ce que je faisais au tout début, c'était la partie crawling de file system. Et ensuite, ce que je faisais, c'est que je l'envoyais vers le Mapper Attachment Plugin dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas intelligent de faire ça, parce qu'il valait mieux faire l'extraction à la source que de l'envoyer vers Elasticsearch. Donc c'est devenu ce truc tout packagé qui fait tout à la fois. Mais ceci dit, avec Elasticsearch, on le fait déjà. Néanmoins, je conseille toujours aux utilisateurs qui me posent la question, quand utiliser ce qui s'appelait le Mapper Attachment Plugin et qui s'appelle le Ingest Attachment Plugin aujourd'hui, quand utiliser le Ingest Attachment, uniquement si vous avez du faible volume documentaire, donc des petits PDF, maximum une dizaine de kilos, une cinquantaine de kilos, mais pas beaucoup plus que ça. Si vous allez vous indexer des notices qui font 20 mégaoctets ou 100 mégaoctets par exemple, vous allez consommer de la mémoire, vous allez consommer beaucoup de ressources côté élastique, et ça vaut, à mon avis, pas le coup, il vaut mieux faire l'extraction avant.
Ouais. Oui, on a déjà un goulot d'étranglement sur la base de données, c'est pas la peine de s'en rajouter, il y a une difficulté, quoi. Exactement, ouais. Mais alors du coup, ce mapping de documents vers du coup Elastic, ça fonctionne qu'avec certains types de documents, j'imagine, c'est-à-dire qu'il faut prévoir cette transformation d'un format vers un autre. En fait, c'est la magie du projet Apache Tika que j'utilise dans le projet FScrawler et qui est aussi utilisé dans le Mapper Attachment et dans le Ingest Attachment plugin. Je vais arrêter de parler du Mapper Attachment parce qu'il n'existe plus ce projet, donc je vais parler que de Ingest Attachment maintenant. Et donc Apache Tika est capable d'extraire, de reconnaître déjà à quel type de document on a affaire en regardant par exemple les premiers octets du document. Ah tiens, ça ressemble à du PDF, ah tiens, ça ressemble à du OpenOffice ou que sais-je. Et en fonction de ça, il va appliquer des outils d'extraction de métadonnées et de contenu texte. Et c'est cette sortie-là que moi je récupère dans FScrawler ou qu'on récupère dans Ingest Attachment. Donc je n'ai rien inventé pour le coup. Ouais. J'utilise une librairie qui est formidable, qui fait très très bien le boulot, qui s'appelle Apache Tika. La différence fondamentale qu'il y a entre FScrawler et le Ingest Attachment, c'est qu'FScrawler, je n'ai pas réduit la surface de ce qu'on pouvait faire. Donc il est capable de prendre tous les formats qu'est capable de supporter Apache Tika. Et ça va très loin. Il supporte vraiment beaucoup de formats. J'ai même vu des formats de fichiers AutoCAD ou ce genre de choses, pour ceux qui se rappellent de ce qu'est AutoCAD, qu'on fait des études d'ingé par exemple ou autre. Et donc voilà, il est capable d'extraire de ces fichiers quelques informations. Ça peut être des fois que des métadonnées d'ailleurs. Le Ingest Attachment plugin, lui, il va être limité. Alors, il y a une raison très sécurité, c'est qu'on ne veut pas embarquer non plus tout et n'importe quoi dans la JVM. Apache Tika, il vient avec tout un tas de librairies. Et comme ça tourne dans un nœud élastique, si on embarque beaucoup trop de choses, on va alourdir le nœud. Et deux, on peut peut-être éventuellement avoir des petits soucis de sécurité. S'il y a une faille dans une des librairies, du coup, tout d'un coup, on augmente. Donc, on s'est concentré sur le PDF, Office, OpenOffice, je crois, et puis c'est à peu près tout ce qu'on supporte au niveau Ingest Attachment, alors qu'FScrawler, lui, à la limite, je m'en fous, il tourne à l'extérieur d'Elasticsearch. Si le nœud FScrawler tombe, je ne fais pas tomber mon nœud data avec mes Elasticsearch et tout, il n'y a pas d'impact en fait. Tu as juste une synchro qui s'arrête le temps que tu répares l'ensemble. Ouais, alors ça c'est la théorie. Ouais. J'aimerais qu'FScrawler soit super bien fait et que je sois capable de reprendre, mais ça c'est la théorie. Ah, parce que du coup, quand FScrawler s'arrête, il ne reprend pas l'historique de tout ce qui a été... Alors ça dépend quand il s'arrête. S'il s'arrête en se plantant, aujourd'hui, je n'ai pas de checkpoint pour dire « Ah tiens, j'en suis là, il faut que je reprenne d'ici. Okay. » Malheureusement, alors ça fait partie de ma to-do list des choses que j'ai envie de supporter un jour dans FScrawler. Mais non, pour l'instant, c'est pas le cas, malheureusement. Les pull requests sont les bienvenus. C'est comme sur tous les projets open source. Je vous écoute, d'ailleurs. Les pull requests sont les bienvenus. Pour m'aider sur ce projet-là, on en parlera peut-être plus longuement tout à l'heure de la communauté. Carrément. Et alors, donc, du coup, sur ce mappage document, j'imagine que comme c'est un projet open source, on peut en fait imaginer, on peut chacun rajouter un type de document supporté en plus pour ajouter un type de document du coup qui serait exotique, complètement exotique et tout. Ouais, complètement. Alors on peut faire ça soit dans Apache Tika, puisque si c'est un format qui est connu mondialement, pourquoi pas le mettre dans Apache Tika. Dans FScrawler, j'ai rajouté, alors je n'ai pas rajouté, un utilisateur a rajouté via une pull request une fonctionnalité qui permet d'ajouter ses propres parseurs en fait, et donc sa propre librairie. Alors le système de plugin d'FScrawler est pas terrible. En fait, il n'existe pas. Donc, il faut repackager soi-même l'application aujourd'hui. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des choses que je veux faire. Je veux faire un système qui soit pluginifiable, où on puisse rajouter facilement des plugins qui rajoutent une fonction supplémentaire. Donc pour l'instant, on n'en est pas là, loin de là. Mais avec cette fonction-là, on pourrait rajouter sa petite bibliothèque en Java qui tourne, c'est du Java, et qui tourne et qui permettrait de faire cette extraction avec son propre parseur qui ne soit pas un parseur standard fourni par Tika. Ok, d'accord. Et alors du coup sur cette gestion du file system, est-ce qu'il y a parce que du coup en quoi est-ce que l'indexation d'Elastic va être supérieure, tu vois, si je prends par exemple mon Google Drive, si je prends mon navigateur de fichiers sur mon ordinateur, ils ont aussi des capacités d'aller faire des recherches dans mes documents. Qu'est-ce que ça m'apporte du coup d'aller déployer tout un élastique pour ça au final? Alors, si c'est que pour toi en local sur ton poste de travail, ça sert à rien. Ne le fais pas. Effectivement, Spotlight sur Mac ou je ne sais pas quelle autre fonction sur quel autre OS, le Windows moteur de recherche va faire ça très très bien aussi pour toi. Donc effectivement, chaque fois qu'on me pose la question, et notamment quand j'essaie d'en parler à ma famille de mon projet FScrawler, ils me disent mais pourquoi je ferais ça? Parce que j'ai déjà un truc.
oui, tu as raison, ne le fais pas, ça sert à rien. Par contre, si tu commences à te dire penser recherche fédérée, j'ai envie de voir à la fois ce qu'il y a sur mon ordinateur, mais aussi dans mon Dropbox, aussi dans mes mails, aussi dans GitHub, et avoir un moteur de recherche fédéré sur tout cet ensemble, à ce moment-là, ça vaut le coup de foutre tout ça dans un entrepôt centralisé qui est Elasticsearch. Donc pour ça, on peut utiliser soit Elasticsearch en natif, soit une solution qu'on a, je t'ai parlé à un moment, non, je t'en ai pas parlé encore. On a 3 solutions dans Elasticsearch, dans la suite Elastic, pardon, qui sont observabilité, sécurité et Enterprise Search. Donc observabilité pour l'observabilité, sécurité pour tout ce qui est SIEM, détection d'intrusion, blocage des menaces, etc. Et une partie Enterprise Search qui est vraiment pour la recherche de documents et recherche dans les entreprises, de documents d'entreprise. Dans cette fonctionnalité, cette solution-là, il y a un outil qui s'appelle Workplace Search. Et le but de Workplace Search, c'est de fournir des connecteurs pour Dropbox, pour Google Drive, pour plein de sources différentes, GitHub. Et il y a une entrée qui s'appelle le Custom API, qui est, j'ai une source qui n'est pas connue, qui n'est pas standard aujourd'hui chez Elastic, j'ai des données et je veux fournir des données. C'est ce que j'ai utilisé dans FS Crawler. J'ai dit, voilà, je vais crawler les documents locaux de mon disque dur, je vais faire mon parsing de PDF, extraire les métadonnées, etc. Et je vais envoyer via la Custom API, donc l'interface custom de Workplace Search, mes documents. Et à partir de ce moment-là, là où ça devient sympa, c'est que je vais avoir une recherche fédérée, non pas que sur les données et documents de mon disque dur, qui ça n'a pas d'intérêt comme on a dit tout à l'heure, mais par contre sur tous mes documents, à la fois mon Google Drive et à la fois mes documents locaux. D'accord, donc c'est le gain principal du coup, c'est la capacité de fédérer du coup plusieurs sources. C'est ça. Et donc tu peux du coup chercher sur le disque dur de plusieurs collaborateurs si jamais ils ont tous... Ils ont tous mis un FS Crawler dessus, ouais, tout à fait. Alors moi, très souvent, une des raisons pour lesquelles j'avais créé ce projet au début, le File System Crawler, c'était parce que j'entendais parler de ce cas d'utilisation où il y a pas mal d'entreprises de PME qui ont notamment un NAS, où dedans, ils ont mis tous leurs documents d'entreprise, leurs comptas, leurs machins, que sais-je encore, dans plein de répertoires, mais rechercher dedans, c'est assez compliqué. Donc l'idée, c'est plutôt de faire ça, c'est de monter en fait ce NAS sur une machine, et cette machine mettre FS Crawler dessus, et qui régulièrement va indexer le nouveau contenu. Et derrière, fournir une interface de recherche. Il suffit de monter sur cette instance sur lequel on a monté le NAS, un serveur HTTP aussi, et on va être capable de servir les fichiers directement à l'utilisateur final. Donc c'est un moyen de résoudre à moindre frais, sans avoir tout à mettre chez Google Drive, sans avoir à mettre chez Azure ou que sais-je, ou chez Microsoft 360, en gardant nos données quand même locaux à l'entreprise, mais d'avoir quand même une recherche au-dessus. Voilà, c'était ce moyen-là. Et du coup, tu incites indirectement des utilisateurs à ne plus ranger leurs fichiers, à tout mettre en bazar quelque part, parce qu'en fait, derrière, on fera une recherche efficace et pertinente dessus. C'est un peu ça aussi, du coup, l'idée. Alors non, je conseille pas ça. Maman va pas être contente parce que je rangeais pas ma chambre. Donc non, si vous pouvez ranger, c'est mieux. Franchement, rangez vos documents. Après, effectivement, ça va permettre quand même de rechercher, mais quelquefois, en regardant, quand on collecte la donnée, on collecte non seulement le document, son nom de fichier, mais on collecte aussi son chemin. Peut-être que si dans le chemin, on voit qu'il y a écrit marketing, on va savoir que tiens, ça c'est plutôt un document de type marketing, alors que si c'est Ops, on va se dire ah ben non, c'est plutôt Ops. Donc visuellement, ça peut aussi guider l'utilisateur d'avoir le nom du chemin et des choses bien rangées. Puis notamment au niveau des droits. Si tu veux mettre des droits pour certaines populations et que d'autres populations n'ont pas accès, ouais, vaut mieux ranger. Mais fourre-tout, ça marche. Et du coup, ce côté... parce que Elastic, on le sait que c'est un excellent moteur de recherche. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais alors, de mon expérience en tout cas, c'est pas forcément aussi un moteur qui est pratique pour tout ce qui est forcément update. C'est-à-dire que tu peux ingérer beaucoup de données, mais les mises à jour, c'est pas forcément idéal. Et c'est pas non plus un moteur qu'il faut solliciter de manière trop importante. Très vite, tu peux avoir un goulot d'étranglement si tu fais trop de recherches différentes notamment. Ma question du coup elle est sur... Je suis pas d'accord hein. Ah bon? Avec ta remarque déjà, donc tu veux que j'intervienne déjà? Déjà, allons-y. Ouais. Donc en fait, sur la notion des updates, déjà, ça dépend du nombre d'updates qu'on fait. Si effectivement tu te mets à faire 10 000 updates par seconde de toute ta masse documentaire, c'est pas fait pour ça. Il vaut mieux à ce moment-là, si par exemple tu dois réindexer tout ton dataset, tu as 1 million de documents et tu veux réindexer et tu veux faire un update sur le 1 million de documents, il vaut peut-être mieux réindexer depuis la source le million de documents. Ça va être mieux. Plus efficace. Quand tu parles de documents, c'est documents au sens élastique ou JSON. Okay. JSON. Les objets de base.
Par contre, si tu fais un update par-ci, par-là, je sais pas, t'en fais une dizaine par seconde, que sais-je encore, là, ça va très bien se passer, en fait. Il n'y a pas de souci à faire des updates. Attention, il faut pas croire que Elasticsearch n'est pas fait pour les updates, pas du tout. C'est par contre, si tu fais massivement des updates en use case et de faire massivement des use cases, là, c'est sans doute pas la bonne façon de faire. En tout cas, c'est peut-être pas le bon outil pour ça. Et ensuite, la deuxième remarque, c'était, oui, si tu fais beaucoup de recherches différentes et variées, et le moteur de recherche va s'écrouler. Mais non, il est fait pour ça, le moteur de recherche, justement. Il est fait pour avoir une capacité de recherche qui est aussi infinie que le nombre d'utilisateurs que tu as, et quelle que soit leur excentricité au niveau des termes de recherche qu'ils peuvent avoir ou leur fonctionnalité qu'ils souhaitent avoir. Non, non, pas du tout. Alors, non, en fait, je suis d'accord. Sur la partie recherche, j'ai un peu détourné le propos pour ramener ma question derrière. Sur la partie update, c'était le cas que j'évoquais effectivement. C'est quand tu as plus d'updates que d'insert, ça va alourdir au global ton moteur. Et notamment, la raison technique pour ça, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les segments et les merges de segments. Quand on fait un update, on doit réécrire une nouvelle version du document et dire que l'ancienne version est foutue. Donc à un moment, il va falloir qu'on fasse ces merges de segments et on va en faire beaucoup, donc on va consommer beaucoup d'IO disk en fait sur Elasticsearch. Et c'est de là dont on partit au niveau de la performance. Ma question en fait c'était sur, ce que je voulais amener comme propos, c'était sur du coup l'usage de FScrawler dans un contexte de GED, donc la gestion électronique de documents en entreprise. C'était une façon de dire, parce que un document, si je prends un Google, alors un PDF va être peu modifié, mais si je prends un doc Word ou équivalent sur d'autres suites Office, c'est des documents qui vont être... Il va y avoir beaucoup de mises à jour. En général, ce document, il y a beaucoup d'écriture. Donc déjà, comment est-ce que tu gères cet update du document de manière plus ou moins intensive? Et surtout, le point d'après, c'était est-ce que du coup, je peux utiliser mon Elastic et grâce à FScrawler comme un navigateur de fichiers en tant que tel? Et donc vraiment avoir un usage soutenu de la recherche de documents, de l'ouverture de documents, et tu vois, que ce soit vraiment un outil qui va remplacer mon navigateur, ou du coup il faut éviter de... Tu vois, c'était ça en fait le propos que j'essayais d'amener de manière pas très subtile. Ouais, attention, je te surveille. Donc la navigation déjà pour les documents, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'idéal c'est d'exposer un serveur HTTP pour exposer ton document final. Ne pas mettre le document binaire dans Elasticsearch et ensuite le faire proposer à l'utilisateur ce document qui a été indexé et le renvoyer à l'utilisateur via Elasticsearch. Ça, je déconseille complètement de faire ça. Donc le mieux, c'est toujours on garde le document là où il est, à sa source, et c'est lui qu'on essaye de servir aux utilisateurs et non pas une version qui aurait été envoyée vers Elasticsearch et stockée dans Elasticsearch. Concernant les mises à jour, la façon dont fonctionne FScrawler aujourd'hui, c'est que FScrawler, il va tourner par défaut ici toutes les 15 minutes. Donc toutes les 15 minutes, il va voir s'il y a des nouveautés. Ça, c'est un truc qui se change, mais par défaut, il est comme ça. Il n'est pas en temps réel aujourd'hui. C'est-à-dire que j'utilise pas iNotify, j'aimerais bien. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Pull request, j'aimerais bien avoir ça aussi un jour. Et donc du coup, en tournant toutes les 15 minutes, même si tu fais 40 modifications au cours de ces 15 minutes, de toute façon, je vais voir que la dernière version, et donc je n'ai pas ce problème de mise à jour très fréquente aujourd'hui à aborder. Donc je pense que c'est pas un gros sujet côté Elasticsearch et FScrawler aujourd'hui. Peut-être que ça le deviendra quand j'implémenterai iNotify, peut-être qu'il va falloir que je batch un petit peu les trucs en disant, allez, je mets en tampon les documents pendant une petite période en attendant de les envoyer à Elasticsearch, voir si jamais ils sont remis à jour en attendant. Pourquoi pas. C'est un truc que j'ai pas pensé, mais merci de m'évoquer cette question. Ça m'apporte quelque chose. Avec plaisir. Mais donc du coup, toi, quand tu as un document qui est modifié, du coup, tu fais un update de l'élément dans Elastic et du coup, tu conserves pas l'historique des modifs. C'est ça, je conserve jamais les historiques. Et comme dans Elasticsearch, d'ailleurs, quand tu fais des updates, tu conserves pas l'historique non plus. Si je voulais faire ça, il faudrait que côté FScrawler, j'implémente quelque chose pour dire à Elasticsearch que je veux conserver des historiques, mais c'est à moi de le gérer à la main, quoi. Du coup, ça serait, en gros, j'envoie un document avec ID 1, underscore V1, underscore V2, underscore V3, et c'est à moi de faire le nettoyage. Je le fais pas. Et puis parce que d'abord c'est pas vraiment un cas d'utilisation que j'ai vu dans la demande que j'ai eue sur FScrawler, donc je ne supporte pas ça, et je me rappelle plus quelle était ta question du coup.
Bah, c'était justement ça. C'était est-ce que tu gères l'historique? Non, je gère pas les historiques. Non, pas du tout. Et ah oui, ça y est, je me rappelle de là où je voulais en venir. La façon dont je détecte aujourd'hui qu'un document a été modifié, c'est juste en comparant des dates sur le file system. Alors c'est plus ou moins bien, ça dépend des OS. Sur certains OS, c'est mieux supporté que sur d'autres. A priori, sur Windows, Mac, ça a l'air de marcher. Linux, je pense à peu près, mais il y a peut-être d'autres systèmes un peu autres, exotiques, je ne sais pas lesquels, sur lesquels ça fonctionnerait peut-être pas très très bien. Donc voilà, c'est... L'implémentation, elle n'est pas top. Ouais. Elle répond vraiment à un besoin, ça fonctionne très bien, mais sans doute qu'en poussant à l'extrême certains cas d'utilisation, peut-être que vous allez rencontrer des bugs, et donc à ce moment-là, ouvrez des issues, s'il vous plaît. Mais donc du coup, comme tu parles d'une comparaison de date et d'un système qui se lance toutes les 15 minutes, c'est-à-dire que toutes les 15 minutes, tu prends tous tes documents qui sont stockés dans Elastic, tu regardes les dates de modification pour voir s'il y a un changement. Alors ce que je fais en réalité, c'est que je vais parser toutes les dates qu'il y a sur mon file system, et si je regarde, je compare si elles sont supérieures ou pas, la date de modification, si elle est supérieure ou pas au last run, donc la dernière fois que FScrawler a tourné. C'est ça que je te disais tout à l'heure, j'ai pas de checkpoint. Ouais. En fait, j'en ai un, une fois que le job est fini, je dis ça y est, moi j'ai fini de m'exécuter à telle heure. Donc tout ce qui a été modifié depuis, il faut que je le reprenne. Donc quand je sauvegarde cette information, en fait, je dis ça au moment où je démarre le crawling. Je stocke cette date et je la sauvegarde définitivement une fois que j'ai fini de faire mon crawling. Donc la fois où je retourne 15 minutes après et que je réexécute à nouveau mon batch, du coup, il compare la date du last run avec la date du fichier que j'observe. Et puis si le fichier est plus récent, bah, du coup, ça veut dire qu'il faut que je fasse un update. Il y a un cas qui est très compliqué par contre, c'est le cas des deletes. Quand tu supprimes un document sur ton disque dur et que tu souhaites qu'FScrawler le traite, ce cas-là, bah là, j'ai pas vraiment d'autre choix que de regarder quelle est la date du dossier, en espérant que la date du dossier ait bien été modifiée par l'OS, parce que j'ai fait une suppression d'un fichier à l'intérieur du dossier, donc normalement, la date du dossier est supprimée. Et dans ce cas-là, il faut que j'aille demander à Elasticsearch quels étaient tous les fichiers que tu avais dans ce dossier, et que je les compare avec tous les fichiers que j'ai en ce moment dans le dossier. Donc c'est là où... il y a un truc, voilà, c'est pas idéal, et je pense que si j'avais un système comme iNotify par exemple, ou un watch service, bah ça je pourrais complètement supprimer l'implémentation que j'ai faite aujourd'hui. Donc ça fonctionne, j'ai des tests d'intégration qui prouvent que ça fonctionne, mais voilà, ça mériterait une amélioration, parce que cet appel que je fais à Elasticsearch régulièrement pour chacun des dossiers que je vois modifier, bah, ça coûte quand même un petit peu de temps sur Elasticsearch. Alors, je pense que c'est pas grand-chose, c'est une recherche dans Elasticsearch, c'est pas non plus dramatique. Mais voilà, pour autant, il faut la supporter, et c'est des choses que j'aimerais modifier. Ouais. Et ma question m'a échappé. Tu me parlais de... D'effacement. D'effacement. Et du coup, ma question c'était sur, est-ce que si du coup je modifie ou je déplace un fichier, est-ce que ça se comporte pareil ou est-ce que ça arrive à... Ça dépend. Ça dépend. C'est ça, et ça dépend de l'OS en fait. Là, j'ai vu des cas complètement différents. Dans certains OS, c'est vu comme un nouveau fichier, un effacement de l'ancien, donc pas de problème. Dans d'autres, il y a une des dates qui est conservée, et donc ça m'a foutu une sorte de bazar. Donc tu es obligé de faire une sorte de touch à la main pour dire attention, ce fichier-là que je viens de déplacer, il faut aussi que je modifie sa date pour qu'il soit pris en compte par FScrawler, parce que sinon, il ne le verra pas. Donc là, du coup, il y a une opération manuelle à faire côté administratif quand tu déplaces un fichier, du coup. Okay. Mais voilà, problème que je n'aurai plus, normalement, le jour où j'implémenterai l'autre solution. Ouais. Alors, du coup, je trouve ça assez marrant. Je trouve ça, j'allais dire fascinant à la place, mais c'est pas forcément plus adapté, mais je trouve ces problématiques liées au file system quand même assez fascinante. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à creuser. Est-ce que tu as des contraintes de performance? Parce que du coup, alors tu as peut-être de plus en plus de disques en SSD, mais un disque a une capacité de lecture et d'écriture qui n'est pas forcément équivalente à ce que tu as côté processeur, côté réseau et tes temps de réponse que tu peux avoir avec un élastique. Est-ce que ça se voit pour toi en termes de performance, ces différences de temps de réponse et de temps d'écriture, où on est sur des deltas qui sont quand même... Alors, aujourd'hui, j'ai de la chance, c'est qu'FScrawler est mal implémenté. Donc, ça ne se voit pas. D'accord. Non, le truc, c'est que comme FScrawler, aujourd'hui, il est mono-thread. Donc, il prend un fichier, il le parse, il l'envoie vers Elasticsearch. Alors, il le voit, il l'envoie vers Elasticsearch, mais en stockant un petit peu, en faisant du bulk. Donc, il ne l'envoie pas un par un non plus. Mais en tout cas, le côté je crawl et je parse, ça, c'est un seul thread.
Et comme il n'est pas multi-thread, du coup, le disque dur, il est relax. A contrario, c'est une demande que j'ai, ça pour le coup, c'est que les gens me disent oui, mais nous, on a énormément de volume à indexer. Si on prend FS Crawler tel qu'il est aujourd'hui, on va en avoir pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines à indexer tout notre volume avant qu'on arrive à la fin, à cause de ce mono-thread. Donc, alors, j'ai une solution en attendant d'implémenter ça autrement, c'est de dire plutôt que de mettre un FS Crawler qui tourne sur votre file system, vous en mettez plusieurs en parallèle, un par répertoire d'entrée sur le disque dur. Comme ça, vous allez avoir peut-être 10 FS Crawlers qui tournent en parallèle et vous allez aller 10 fois plus vite. Donc là, on va peut-être commencer à sentir cette différence, mais pour l'instant, moi, honnêtement, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu de différence entre des disques tournants et des disques SSD, surtout que FS Crawler ne fait que de la lecture. Et la lecture, elle est quand même assez rapide sur les deux systèmes. Évidemment plus rapide en SSD, mais là, on est plutôt dans une action plutôt back-office, où on a le temps, en fait. On n'a pas besoin de temps réel dans ce cadre-là. Il pourrait y avoir un truc temps réel, on imagine un cas d'utilisation où un utilisateur dirait tiens, je veux déposer un fichier tout de suite sur un disque dur partagé et je voudrais qu'il soit tout de suite visible. Si ce cas d'utilisation existe, à ce moment-là, il faut utiliser une autre fonctionnalité d'FS Crawler. Et FS Crawler, il propose une interface REST aujourd'hui qui permet d'uploader via l'interface REST directement un document vers Elasticsearch. Donc c'est un moyen de le faire. C'est quelque chose que je voudrais aussi modifier. J'aimerais non pas uploader le fichier vers l'interface REST, mais plutôt faire un appel à l'API REST en disant voilà, j'ai tel fichier là, je viens de le mettre à jour et il est urgent, indexe-le maintenant. Voilà, ça serait ça l'idée, plutôt que d'envoyer. Tu nous as parlé du coup aussi donc, de ce mapping de fichiers que tu fais dans FS Crawler, donc directement au niveau du poste utilisateur, pour du coup alléger côté base de données, mais qu'il y a une méthode d'ingest qui est faite chez Elastic. À quel point la méthode d'ingest inspire FS Crawler et inversement, ou à quel point ils sont on par l'un avec l'autre? Alors, de base, en fait, je me suis librement inspiré du code qu'il y avait dans le Mapper Attachment Plugin qu'avait fait Shai Bannon à l'époque. Donc et lui, ce qu'il fait, c'est simplement un appel à Tika, Apache Tika, et donc j'ai vu comment on se faisait un appel à Apache Tika. Ces lignes de code-là se ressemblent toujours plus ou moins, parce que on fait ça quasiment toujours de la même façon. Et en fait, j'ai travaillé sur les 2 projets à la fois. Donc souvent, j'ai fait des modifications dans FS Crawler que j'ai portées dans Ingest. Par exemple, dans les métadonnées qui étaient extraites jusqu'à présent par le Ingest Attachment Plugin, il n'y avait que le titre, l'auteur et les keywords, en gros. Il n'y avait que ces 3 données. Et une autre, je crois, mais bon, qu'importe. Alors qu'il y a beaucoup plus de métadonnées standards qui sont extraites par Apache Tika. Et ça, je les ai découvertes en implémentant FS Crawler. Parce que moi, du coup, j'ai rajouté tout un tas de métadonnées standards. Du coup, j'en ai fait bénéficier le projet Ingest Attachment en portant exactement la même fonctionnalité de l'autre côté Ingest Attachment. Donc maintenant, ça y est, on a aussi toutes les métadonnées standards qui sont extraites dans Ingest Attachment. Donc voilà, l'un et l'autre gagnent. Généralement, c'est plutôt FS Crawler qui est en avance, parce que je travaille plus sur FS Crawler que sur Ingest Attachment. Mais voilà, généralement, c'est lui qui gagne, qui est en avance sur l'autre. Ouais. De ce que je comprends, donc de ce que tu dis tout à l'heure, c'est un use case qui est utile surtout quand tu veux faire des recherches de documents à travers plusieurs sources, donc de disques durs ou de serveurs de fichiers. A priori, donc c'est des recherches qui vont être faites par des êtres humains. Les êtres humains, ils ont tendance plutôt à chercher sur le contenu ou à la rigueur sur le titre du document. Du coup, j'arrive pas à voir dans les métadonnées ce que tu peux avoir comme métadonnées d'un fichier qui peuvent être utiles à la recherche pour un être humain. Donc tu vas avoir le titre, c'est une métadonnée. Donc quand tu as dans un document OpenOffice quelque chose qui a été, tu vois, ou dans ton Office, à un moment tu peux mettre un titre dans le document, cette information-là va être extraite en tant que titre et en tant que métadonnée, et non pas à plat avec tout le texte. Donc du coup, tu vas être capable de la différencier. Et lors de la recherche, suivant l'implémentation que tu veux faire, tu vas être capable de booster les résultats sur un champ titre, par exemple, pour dire « Ah bah tiens, si ça match sur le titre, je veux que ça soit mis en avant par rapport à une recherche dans le corps du document. » Le moteur de recherche, il est fait pour ça, d'être capable d'ajuster la pertinence en fonction de ton besoin. Donc tu as ça, tu as le titre, tu vas avoir donc les mots-clés. Un mot-clé qui dit mot-clé dit « Ah oui, je match sur un mot-clé, évidemment, c'est un document que je veux mettre en avant. » Qu'est-ce que tu as d'autre ? L'auteur, une information qui va être extraite aussi. Les mots-clés, ils sont générés comment, en fait ? Alors les mots-clés, ils sont soit écrits à la main
par l'application, pareil, dans ta petite console Word, tu as la possibilité de rajouter des mots-clés à la main sur un document. Mais qui fait ça ? L'être humain. Oui, mais personne ne le fait dans la vraie vie, je veux dire. Ah, mais si, il y en a qui le font. Ah, je dois être le seul alors. Ok. Non, je le fais des fois. Okay. Ça m'arrive. Ouais, non. Après, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de secret. Néanmoins, à l'avenir, on pourrait utiliser Elasticsearch et son module de machine learning. Alors ça, je le dis tout de suite. Jusqu'à présent, je vous parle de toutes les fonctionnalités qui sont gratuites dans Elastic. Là, je vous parle d'une fonctionnalité qui est payante, que ce soit très clair dans ce que je vous raconte. Et donc, dans le machine learning, on est en train de travailler énormément sur l'analyse de texte et la classification d'informations, par exemple. Donc, on pourrait imaginer à l'avenir de dire « Ah bah tiens, tel contenu de texte, ça y est, voici les mots-clés que je pourrais en extraire automatiquement via le machine learning. » Mais ça sera sans doute dans la partie payante de la suite Elastic, de l'offre. Alors du coup, tant qu'on en est sur ce sujet des mots-clés, du coup, de la recherche, est-ce que l'idée, c'est du coup, quand je mets un document, donc notamment via FScroller, d'aller juste du coup après mettre l'ensemble du document, alors pas la version binaire, mais du coup tout le contenu texte extrait tel quel dans Elastic, et on laisse Elastic après faire sa magie d'indexation dans la recherche, ou est-ce qu'il y a quand même un travail de mapping ou de transformation du texte pour en extraire certains éléments pour faciliter encore plus la recherche derrière ? J'adorerais qu'il y ait ça, mais il n'y a pas ça, pas du tout. Et notamment, une fonction de base, vraiment, qu'on me demande systématiquement, c'est quand tu as un document PDF, je ne suis pas capable de te dire dans quelle page on a trouvé le texte. Et alors, les gens aimeraient bien juste déjà avoir cette possibilité de faire une extraction par page. Alors, j'ai vu qu'Apache-TICA supporte ça, il faut que j'implémente un nouveau truc pour arriver à le faire, a priori, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de creuser ce sujet-là. Ça serait possible de faire ça. Au-delà, aller comprendre que ça... c'est une information de tel type. Là, ça serait typiquement reconnaître des entités. Et ça, c'est quelque chose... Il te faut un algorithme de machine learning pour faire ça. Donc, soit tu passes par Elasticsearch pour le faire, ou soit tu déportes, une fois que tu as fait l'extraction de ton document avec FScroller, plutôt que de l'envoyer vers Elasticsearch, tu pourrais imaginer l'envoyer vers une autre destination, vers un serveur HTTP, un microservice qui fasse, lui, de l'enrichissement avec tes modèles de machine learning et compagnie, pourquoi pas, avant d'envoyer vers Elasticsearch. Ça pourrait se faire. Il faut que j'implémente pour ça une sortie HTTP qui n'est pas encore implémentée, mais pareil, qui est dans ma to-do list des trucs à faire. Donc non, il n'y a pas cette notion, le texte qui est extrait, il est vraiment extrait à plat, c'est très très binaire et basique. Et même par défaut, il y a une limite au texte extrait. Je crois que j'extrais 100 000 caractères par défaut. Et donc voilà, ça peut se couper au milieu d'un mot, qu'importe, mais en tout cas, il va s'arrêter à 100 000 caractères extraits, y compris les espaces, qui font partie des caractères extraits. Ça, c'est quelque chose qu'il faut débrider. Si on veut avoir l'entièreté du document, il faut mettre -1 pour le indexed chars, pour dire ok, je veux tout, ou je veux 100% du contenu, ou blablabla, etc. Donc, tu vois, non seulement c'est pas formaté correctement, mais en plus, par défaut, ça n'est pas tout extrait. Donc, je peux pas stocker l'encyclopédie Universalis en un seul PDF Non, ça marchera jamais. Ou alors, tu vas galérer pour retrouver dans quelle page était le mot. En même temps, cette blague n'est comprise que de peut-être 20% de mon audience. Du coup, alors attends, j'ai encore oublié ma question. C'était sur... Oui, alors déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'en même temps, Elastic est quand même réputé pour faire de très bonnes recherches, donc autant s'appuyer là-dessus. Oui, non, la question qui m'était venue, c'est que tu évoquais le fait que donc, des gens aimeraient pouvoir voir dans quelle page l'élément a été trouvé. Mais du coup, moi, de ce que j'avais compris d'FScroller, c'était uniquement la partie je récupère les infos du file system et je les push dans Elastic, et du coup, les gens après faisaient leur recherche dans Elastic. Mais de ce que je comprends, du coup, non, il y a aussi l'output de la recherche qui est aussi géré par FScroller. En fait, ce que FScroller fait, c'est qu'il il détecte qu'il y a un nouveau document à indexer. Une fois qu'il a pris ce binaire, il l'envoie à Apache-TICA, et TICA extrait les métadonnées, mais aussi le texte, tout le contenu du document. Et c'est ça qui est envoyé vers Elasticsearch ensuite. Donc on a indexé tout le contenu du document lui-même. Oui, non, parce qu'en fait, tu disais que les gens voulaient qu'on puisse afficher que l'occurrence a été trouvée page 4 du PDF. Ah oui, d'accord. Cet affichage, du coup, il serait plutôt côté Elastic, pas côté FScroller. Toi, t'es juste sur l'ingest. Oui, alors FScroller ne fait pas d'affichage, Elastic non plus d'ailleurs. Workplace Search va en faire, mais pas Elasticsearch.
Donc du coup, ce qu'il faut faire côté FS Crawler, c'est dire dans la page 1, voici le texte que j'ai trouvé, dans la page 2, voici le texte que j'ai trouvé, dans la page 3, voici le texte que j'ai trouvé, et indexer ça tel que dans Elasticsearch. Ce qui voudrait dire que quand on recherche dans Elastic, ensuite, on trouverait le bout de texte qu'on a trouvé, puis on regarderait dans quelle page il a été trouvé, et on pourrait afficher ça à l'utilisateur. Okay. Conceptuellement, c'est ça. Donc côté source, il faut que je sois capable non plus d'injecter un seul document PDF, mais d'injecter des pages de PDF. Voilà, ça serait ça l'idée. Mais oui, là, c'est pas implémenté pour l'instant. Oui, ça représente un gros travail quand même de reconception, de refactoring assez conséquent. Oui, alors je sais pas trop en fait. Je crois que dans Apache TK, il y a une option pour faire ça, mais je suis pas vraiment certain. Je crois avoir vu qu'il fallait que je génère un XML et que je reparse le XML derrière, mais voilà, je n'ai pas suffisamment creusé ce cas. Ok. Alors, au travers de notre discussion déjà importante, tu as évoqué plusieurs fois ta to-do list, des pull requests, des choses à faire. Du coup, j'aimerais savoir sur au-delà de l'aspect donc purement fonctionnement du projet, cet aspect open source que tu as, donc ce projet aujourd'hui qui est ouvert à une communauté, déjà, qu'est-ce que ça t'impose à toi? Alors déjà, pourquoi avoir fait ce choix de l'open source, et qu'est-ce que ça t'impose dans la construction du projet d'avoir cette approche open source? Alors pourquoi l'avoir fait comme ça? Tout simplement, c'est que ça venait je voulais faire au tout début un plugin pour Elasticsearch, et puis alors c'était un moyen de me faire connaître aussi, hein, tu sais, de devenir un peu plus bankable pour ma carrière finalement, puis ça a bien marché. Et donc en m'exposant et en exposant mon projet et mon code en open source, ça me permettait d'avoir cette publicité. Mais derrière, surtout, ce que j'ai tout de suite identifié, ce que Shai Bannon m'avait dit, David, à partir du moment où tu publies ton projet en open source, tu vas voir, il y a des gens qui vont venir t'aider à l'améliorer, qui vont venir y contribuer et qui vont faire des choses aussi qui vont t'aider. Et effectivement, c'est arrivé. Donc c'était pour moi un cercle vertueux où oui, tu donnes beaucoup, mais tu reçois aussi pas mal de la communauté. Alors, tu reçois sous différentes formes. Tu peux recevoir du code, tu peux recevoir de la documentation, des issues, mais aussi de l'amour de temps en temps. Et ça, c'est un truc, moi, qui me transporte. Une des raisons pour lesquelles je fais ce métier, d'ailleurs, d'évangéliste, c'est par amour. Parce que quand tu vas voir des gens, que tu leur offres des solutions qu'ils peuvent utiliser gratuitement, après, commercialement, ils peuvent s'engager avec nous, mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ils peuvent faire des choses avec nous, et avec ce que tu as fabriqué, avec tes lignes de code, et que ton code est apprécié. Mais en fait, c'est juste énorme, cette reconnaissance que tu obtiens de la communauté. Voilà, c'est extraordinaire pour ça. Et je crois que j'ai pas répondu à ta question, du coup. Alors si, c'était la deuxième partie de la question. Non, c'était la première partie de la question. La deuxième partie, c'était qu'est-ce que ça t'impose comme contrainte dans la réalisation du produit d'avoir cette approche open source? Alors, en fait, en théorie, tu n'as pas de contrainte, puisque c'est de l'open source. Tu n'as pas de SLA dessus. Je n'ai pas créé une compagnie au-dessus d'FS Crawler qui va fournir des services et je dois répondre en moins de 2 heures. Donc des fois, il y a des gens qui sont un peu impatients, qui s'énervent, mais généralement, 99,9% des gens sont hyper bienveillants et comprennent que oui, c'est pour un projet qui est fait par une personne et qui le fait quand il a le temps. Alors, ma question, elle était plus sur... Tu vois, tu parlais justement des contributions des gens sur le projet. On va pas se mentir, si tu mets en open source un projet qui est dégueulasse, qui est mal conçu, qui a un code spaghetti, personne n'aura envie de t'aider en fait. Enfin, j'imagine. Mais du coup, ma question c'était, est-ce que toi, tu t'imposes des règles dans la structure du code, dans la documentation, dans l'ensemble de choses, pour faciliter le travail justement de ta communauté? Alors oui, j'essaye d'organiser le code de façon très modulaire, de façon à bien isoler les problèmes les uns des autres, de mettre énormément de tests unitaires, énormément de tests d'intégration, donc ça pour moi c'est la clé, et aussi je passe du temps à la documentation. Mine de rien, la documentation pour moi c'est essentiel, c'est vraiment un élément de base qu'il faut avoir, et d'ailleurs, je râle, mais quand quelqu'un me fait une pull request, je l'invite gentiment à dire tiens, peux-tu rajouter aussi la fonctionnalité que tu viens de rajouter en tant que documentation, c'est à tel endroit, voilà, etc. Et les gens le font. Mais oui, donc je m'astreins à ça et je m'astreins à avoir un code suffisamment lisible, documenté. J'essaye de mettre des commentaires un peu partout, alors surtout des logs, plus que des logs que des commentaires d'ailleurs, parce que du coup ça me sert aussi au moment de l'exécution en me disant ah tiens voilà ce qui s'est passé à tel endroit. Oui, donc par contre je n'ai plus cette crainte que mon code soit critiqué comme étant de la merde. Parce que comme on dit, ton code n'est pas toi. C'est pas parce que toi tu écris quelque chose qui est éventuellement moche que toi tu t'es cacaboudin, pas beau, pas du tout. Donc c'est un truc que Shai m'a appris d'ailleurs. Il m'avait dit mais on s'en fout de la qualité de ton code aujourd'hui.
publie-le, mets-le, c'est pas grave en fait, et ça sera une première étape. Et notamment, avec l'open source, que j'ai trouvé moi formidable, c'est que tu apprends des pull requests des autres. C'est que les autres vont t'amener un code qui va être éventuellement plus joli que le tien, et tu vas dire « Ah ouais, c'est pas mal ce qu'il a fait quand même. Ah bah tiens, pour mes prochains, tiens, je vais écrire plutôt le code de cette façon-là, parce que voilà. » Et c'est comme ça qu'on apprend aussi, en fait, par les contributions des autres, en acceptant que notre code il soit remis en question, parce que finalement, il est peut-être pas idéal, hein, notre code. Il est loin d'être idéal. Mon code. En général. En général. Mais alors du coup, ces règles que tu t'imposes aujourd'hui sur les tests, sur la documentation et compagnie, est-ce que c'est une ligne directrice que tu as depuis le début? Que pour toi, ça a toujours été comme ça? Ou il y a des choses que tu as apprises du coup à mesure que le projet vivait sur Git? Alors, la documentation fonctionnelle était assez légère au tout début quand j'ai démarré. Par contre, les tests, pour moi, c'était vital. Et je suis un gars plutôt TDD, donc je fais d'abord mes tests. Je code mes interfaces, je code mes tests, et après, je fais mon implémentation et je vérifie que ça marche. Généralement, je fais plutôt comme ça mon projet. Donc, les tests ont toujours été là depuis le début. C'est un essentiel. La doc, au début, c'était dans un README sur GitHub, mais le projet a tellement grossi qu'il a fallu que je passe à une autre échelle. Donc j'ai fait, comment ça s'appelle, Read the Docs, qui permet d'avoir de la documentation bien propre, etc. Et donc voilà, j'ai eu tout un effort de réécriture de la doc, et surtout de rajouter tout ce qui me manquait dans la documentation, y compris le guide du développeur. Celui qui veut contribuer au projet, voilà comment on fork le projet, voilà comment on fait une compilation, quand on a tel type d'erreur, voilà comment on bypass l'erreur pour y arriver, etc. Comment on lance les tests d'intégration et compagnie. Donc même ça, j'ai voulu le documenter pour que les gens se sentent à l'aise de venir contribuer aussi. Okay. Et tu as combien de personnes aujourd'hui qui contribuent au projet? Alors en nombre de forks, je crois qu'on est je dois être à plus de 80, 100 forks ou quelque chose comme ça. En nombre de stars, je sais qu'il y a plus d'1 millier de stars sur ce projet. Des contributeurs fréquents, en ce moment, il y en a 3 ou 4 qui sont assez présents. Et qui non seulement contribuent du code et des pull requests, mais en plus s'entraident entre eux dans les issues GitHub. Alors ça, moi j'adore, quand tu te mets un petit peu en retrait, tu les vois en train de s'entraider, je trouve ça franchement génial. C'est ça la communauté en fait, c'est exactement ça, cet esprit-là. Voilà, mais il n'y a pas énormément de contributions, pour être honnête, extérieures. Je pense que le jour où je rendrai le projet un peu plus pluginifiable, à mon avis, je vais voir beaucoup de choses se développer, mais bon, pour ça, il faut que je fasse un effort d'investissement. Quand tu dis pluginifiable, c'est cette capacité de pouvoir rajouter des éléments dans le module, c'est ça? C'est ça. En fait, quand tu vois un petit peu FScrawler, comment il est fait, il ressemble à un Logstash. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Logstash, c'est un ETL qui permet de faire de l'extraction, de la transformation et du chargement. Et donc c'est une fusée à 3 étages où tu as une partie input, tu lis des entrées, une partie filter dans Logstash, donc transformation, où tu transformes à la volée tes données, une partie output, load de l'ETL. Et FScrawler, finalement, c'est ça. J'ai une partie input, ça peut être le file system que je lis, ça peut être une connexion SSH, je lis des fichiers par SSH, ou par FTP, ça c'était une pull request qui m'a été rajoutée, ou par l'interface REST que j'expose. Puis après, j'ai la transformation éventuelle, c'est l'extraction par Tika, ça peut être autre chose, j'en ai 2 autres, mais ça peut être Tika. Puis après, c'est le chargement, je peux envoyer vers Elasticsearch ou je peux envoyer vers Workplace Search. Et quand tu raisonnes ce truc-là, tu te dis, mais oui, c'est vraiment un ETL en fait que j'ai fabriqué. Donc pourquoi ne pas faire la partie input pluginifiable avec d'autres implémentations? Je pourrais lire du Dropbox, je pourrais lire du S3, voilà, ce genre d'implémentation, pourquoi pas. Pourquoi pas d'autres filtres? Et pourquoi pas d'autres sorties? Plutôt que de sortir que vers Elasticsearch et vers Workplace Search, tout à l'heure je l'ai évoqué, pourquoi pas sortir vers un autre serveur HTTP qui pourrait aller me fournir d'autres services, un microservice? Ouais, je documente simplement la sortie du microservice et puis c'est tout, et les gens font ce qu'ils veulent avec ce truc-là. Donc pourquoi pas et donc, une fois que tu raisonnes ça, je me dis il faudrait que je fasse un système de plugin pour les inputs, un système de plugin pour les transformations, les filtres, et puis un système de plugin pour les outputs. Donc il faut que je pluginifie ce projet de façon à rendre ça plus facile et éviter aux gens... C'est un peu mon histoire en fait avec Elasticsearch. Quand j'ai découvert Elasticsearch, je me suis dit comment je peux contribuer à ce projet. Le code source du projet lui-même, je trouvais difficile à comprendre. Enfin, je ne me sentais pas au niveau d'aller contribuer là-dedans. Par contre, le système de plugin, c'était simple. Tu implémentais une classe, plugin, et puis voilà, elle pouvait étendre telle et telle fonction, et c'était super simple à faire. C'est comme ça qu'est venu mon RSS River, c'est comme ça qu'est venu mon FS River au tout début, parce que le système de plugin était simple. Donc je me dis, si je fais un truc aussi simple que j'ai découvert, moi, en découvrant Elasticsearch,
peut-être qu'il va y avoir encore plus de contributeurs qui vont vouloir venir ajouter une pierre à l'édifice. Ouais. Non, j'étais étonné de la volonté d'ajouter des plugins à quelque chose qui est déjà un module d'un système existant. Mais c'est vrai qu'il faut que je te reprenne en fait là-dessus. Ce n'est pas un module. En fait. Du coup. C'est un projet à part entière. Ouais. C'est un projet qui est complètement indépendant d'Elasticsearch. Alors, en sortie, il fait de l'Elasticsearch, mais il se trouve que c'est juste une connexion HTTP. Ça n'est pas un module du projet Elasticsearch. C'est ce que j'ai compris dans ta description, effectivement, quand j'ai vu qu'il s'est exécuté de manière indépendante. Exactement. Effectivement, sur un client. Canon, ce super projet. Pour terminer, est-ce qu'il y aurait, je sais pas, un contenu en particulier que tu aimerais recommander à l'ensemble des auditeurs de ce podcast? Ça peut être un livre, une chaîne YouTube, une vidéo en particulier, un compte TikTok. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse. Je suis évangéliste chez Elastic. Et donc, une chaîne YouTube que je vous recommande, c'est la chaîne Elastic Community. On passera le lien dans le podcast, mais c'est la chaîne YouTube sur laquelle on publie en fait tout ce qui est élément community, et donc on oublie la notion marketing, etc. C'est pas la chaîne Elastic, c'est Elastic Community. Et notamment sont publiés tous les meet-ups qu'on fait et les meet-ups français. Donc on a des meet-ups en France très réguliers, qui est capté par une équipe professionnelle de tournage, et donc on fait la release de ces éléments-là. Donc ce soir d'ailleurs, ce soir nous avons un live d'ailleurs sur YouTube aussi, donc j'espère que tu n'en as pas un en même temps, sur notre chaîne Elastic Community, donc il suffit d'aller voir dessus et puis s'inscrire au live YouTube, et puis vous verrez ce soir 2 sujets super intéressants sur la recherche sémantique, notamment avec des vecteurs, etc. et tout ce dont je parlais tout à l'heure, un petit peu cette analyse de texte automatique et compagnie. Canon. Mais alors, est-ce que du coup tu auras un contenu peut-être moins corporate à proposer? Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? La doc d'effet scroller qui est pas mal. Là on reste encore de mon côté. Non, j'ai rien d'autre comme ça qui me vient en tête. Non, désolé. Non, ça marche. Si jamais tu penses à quelque chose entre maintenant et la date de sortie de cet épisode, n'hésite pas. Merci beaucoup, en tout cas, David, pour cet échange passionnant. Avec plaisir. J'étais avec ma petite mascotte. Je vois ça. Ma petite mascotte comme dans Amélie Poulain. C'est un petit peu le nain qui se balade un petit peu à travers le monde. Pour terminer, pour toi, j'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast IFTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Je suis très espace. Je préfère les espaces. Très bien. Merci beaucoup, David, pour cet échange. Merci beaucoup à toi. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'on vous a donné envie. Alors, si vous n'utilisez pas encore Elastic, j'espère qu'on vous a donné envie d'expérimenter Elastic, parce que c'est vraiment une super solution. Et si vous avez envie du coup d'aller participer au projet de David, on vous met bien évidemment les liens en description de cet épisode. Donc venez y participer, ou venez au moins tester le produit. Alors donc comme disait David, pas si c'est uniquement pour tester sur votre ordinateur, mais si jamais vous avez, il y a des chances que ce soit le cas, beaucoup de documents dans votre entreprise, ça peut être l'occasion de tester Elastic. Je vous remercie beaucoup toujours de partager ce podcast autour de vous pendant une code review, dans une pull request, peut-être même sur un projet GitHub. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner, ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.